Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1086 de One Piece. Restez bien parce qu'il y a beaucoup de choses, vraiment du très lourd. Encore une fois, un chevalier divin révélé, oui c'est une masterclass. En tout cas, likez un maximum la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous vraiment si vous aimez One Piece. Cette chaîne est faite pour vous, c'est hyper important pour me soutenir. Et vous le savez, on vise ensemble les 100 000 abonnés. En tout cas, c'est parti, let's go. Bon, ce chapitre est dans la continuité du précédent. Donc on continue la rêverie et c'est très cool parce qu'en fait on avait eu des bribes et tout avant, mais là c'est cool. Maintenant on voit un petit peu tout l'acheminement, comment tout s'est déroulé et même justement comment Lulusia a été détruit et comment tout ça a été emmené. Donc c'est très sympa. Là c'est littéralement le flashback de la rêverie qui fait plaisir, hein. La rêverie ça date, on est très content d'avoir ça maintenant. Et on va commencer direct avec Vivi et Wapol. Rappelez-vous, Wapol avait vu ce qui s'est passé avec Cobra, il avait vu Im. À partir de là, bah forcément le mec est condamné à mort, voilà, si jamais il le retrouve, il est foutu. Donc lui, il voulait partir le plus loin possible et Vivi s'était accroché à lui. Donc il se retrouve dans un vaisseau, dans un bateau. Et ils vont appeler directement Morgans pour qu'ils viennent les récupérer. Alors Wapol malheureusement ne veut pas dire tout simplement ce qui s'est passé par rapport à Cobra, pour la simple et bonne raison que même lui a une once de compassion, tu vois. Même lui, tu vois, c'était vraiment le méchant de l'époque et tout, tu vois. Mais même lui, tu vois, il n'ose pas vraiment dire ce qui s'est passé à Vivi de peur justement de lui apprendre la mauvaise nouvelle. Et c'est là que tu vois, il est méchant, mais il a un poil de compassion quand même. En tout cas voilà, on comprend un peu mieux comment Vivi et Wapol sont retrouvés avec Morgans. En attendant, on a également Bonnet qui est passé aussi en mode clandestin dans un bateau. Donc c'était le bateau du coup pour le royaume Tajin. Et on a aussi Sabo qui est passé en clandestin dans un autre bateau. Parce que là c'est clair, voilà, ils ont tous déserté Maréjoise. Ils sont tous allés dans des bateaux qui quittent justement Maréjoise pour s'échapper. Et en l'occurrence le bateau dans lequel est allé Sabo, c'était celui de Lulusia. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est retrouvé à Lulusia. En tout cas on a une discussion très intéressante avec le Gorosei mais aussi Im. Donc le Gorosei qui parle de Sabo, tout ça, et Im qui nous révèle quelque chose de très intéressant et qui met fin à l'une des théories les plus connues je pense de One Piece, le fait que Im possède Uranus, en tout cas l'une des armes antiques. Ben voilà, ce mythe est tombé à l'eau, alors peut-être qu'elle en possède, on ne le sait pas, mais en tout cas en l'occurrence c'est pas avec une arme antique que Lulusia a été détruite, mais bien avec une arme de Vegapunk. Oui, elle a été en tout cas créée par Vegapunk, ce qui est complètement fou. Donc ça s'appelle du coup Mother Flame et c'est très intéressant parce que ça apporte pas mal de choses. Et voilà, on n'est pas du coup sur une arme antique, on ne sait toujours pas où se trouve Uranus, mais on a ce personnage de Im qui veut utiliser directement cette arme de Vegapunk pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont faire après de Egghead. Enfin Im, on sait pas trop si c'est pour ça. Im veut juste faire joujou avec et tester l'arme, mais en tout cas le Gorosei en profite justement pour se demander voilà qu'est-ce qu'ils vont faire avec Egghead et tout, qu'est-ce qu'ils vont décider pour Egghead, et ils décident tout simplement de ce qu'ils vont en faire en fonction du résultat aussi de l'arme de Vegapunk. En tout cas a priori le royaume de Lulusia est choisi tout simplement parce qu'il est proche, si j'ai bien compris, donc en gros c'est pour l'utiliser le plus rapidement possible. Et on a des révélations sur le Gorosei. Déjà, bon ils vont parler, mais ce qui est vraiment intéressant c'est plutôt quelle fonction ils ont en fait dans la politique de One Piece, et également leur nom complet qui est donné dans le chapitre. Ça c'est très intéressant. Alors on le sait, le Gorosei c'est des combattants, ce n'est plus à prouver, on l'a vu dans le dernier chapitre quand ils se sont transformés, quand ils ont dégainé leur arme, même Saturne il y a de fortes chances qu'elle aille se battre, et en plus de ça, au vu de leur nom, il y a des chances qu'ils soient aussi de toute façon des combattants, c'est quand même sûr même j'ai envie de dire, mais ce n'est pas que des combattants, c'est aussi des politiciens et ils ont chacun en tout cas un rôle. Donc par exemple, on commence directement avec Saint G. Garcia Saturne, oui donc celui qui est allé vers Egghead, qui est en fait un dieu militaire du coup de la défense scientifique. On a également Saint Marcus Mars, qui c'est un dieu militaire de l'environnement, qui va gérer tout ce qui est l'environnement. Ensuite on va avoir un autre qui va gérer tout ce qui est la loi, donc du coup c'est Saint Topman Walkyrie. Ensuite on va avoir l'un des doyens qui lui va gérer tout ce qui est finance, donc lui ça va être Saint Etabaron V Natsujuro. Alors le V est placé comme un dit, mais je pense que ça n'a aucun rapport. Et ensuite on a du coup le dernier doyen qui lui est le dieu guerrier en gros de l'agriculture. Donc voilà, on a l'agriculture, on a la finance, on a les lois, on a l'environnement et on a la défense scientifique. Donc pas mal de points politiques de l'univers de One Piece. Pour le dernier j'ai pas dit, mais c'est Saint Shepard, donc Jupiter, et Ju plus loin Peter, hein, voilà, mais Jupiter t'as capté la référence.
Donc très très intéressant, bien sûr ils ont des noms effectivement liés aux planètes, hein, Mars, Saturne, etc. Donc ça on l'avait déjà plus ou moins deviné pour tous. Mais très intéressant de voir qu'ils occupent deux fonctions, la fonction du coup de guerrier, mais de politique. C'est-à-dire que vraiment guerrier c'est que s'il le faut, mais ce sont avant tout des politiciens dans l'univers de One Piece, même s'ils savent se battre. Autre chose en tout cas, Im veut Vivi, ça c'est très intéressant. Pourquoi vouloir Vivi? Est-ce que, encore une fois, Vivi serait une arme antique? Est-ce que cette théorie est toujours plausible? Parce que sinon, pourquoi Vivi? Alors à moins que ce soit lié à Nefertari, Di, Lily ou juste que c'est une Di, mais il n'y a pas que Vivi qui est une Di, hein, il y a d'autres Di. Après elle, c'est peut-être une descendante directe de Lily, donc ça pourrait faire sens. Maintenant, attention, la marine a été un petit peu dépassée par l'armée révolutionnaire. On a du coup droit à 3 nouveaux séraphins. Bah, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais que vous dise? Ça fait trop plaisir de les voir. Donc on commence avec 3 séraphins qui finalement étaient très très attendus dans l'univers de One Piece, hein, avec le séraphin Doflamingo, vous vous en doutez, il est enfin là. Au niveau du design, bon, les séraphins sont toujours très stylés, donc il est très cool et tout. Ensuite on a le séraphin Moria aussi qu'on attendait pas mal. J'aime bien son chara design, mais surtout le séraphin crocodile. Et là, je sais qu'on se pose beaucoup de questions. D'ailleurs, la façon de découper la case du séraphin crocodile avec vraiment une barre au milieu, ça allait supposer 2 visages pour Crocodile. On peut se poser la question, parce qu'il y a la théorie qui circule, vu qu'il connaît Ivankov, etc. Est-ce qu'à la base, Crocodile était peut-être une femme, ou... Il y a un lien avec ça et tout, et c'est une théorie qui circule depuis très longtemps maintenant sur One Piece. Donc le fait que la case soit coupée en 2, ça peut prêter à confusion. Par contre, vraiment... le séraphin crocodile est trop stylé. En tout cas, voilà, ça permet de renforcer encore une fois l'attaque et la défense de la marine, de les rendre beaucoup plus forts. D'ailleurs, ils disent que Crocodile s'est pointé sur une île et tout, donc est-ce que Crocodile, genre, il a affronté les séraphins et tout? En vrai, on peut se poser la question, ça serait assez ouf. Bon, après Sabo va nous raconter du coup ce qui s'est passé, voilà, ce qu'on savait plus ou moins. Voilà, il est allé sur Lulusia, ensuite il y a eu un petit peu des embrouilles avec les citoyens, tout ça, mais il y en a qui ont voulu rejoindre l'armée révolutionnaire, donc tout ça on le savait déjà. Lui d'ailleurs il a été traité un petit peu comme un héros vu qu'il a tué l'un des rois, mais tout ça c'est des trucs qu'on savait déjà finalement, qui nous apportent pas plus de choses, qui résument un petit peu ce qui s'est passé, notamment le fait qu'il essayait de contacter Dragon et tout, donc ça on l'a vu, et en fait c'est à partir de là que lui déjà il était plus à Lulusia à ce moment là, donc finalement en fait on peut se dire que le fait que Im attaque le royaume de Lulusia n'avait pas forcément de rapport en tout cas avec Sabo, ou en tout cas il n'y a pas de lien direct établi, puisqu'a priori le fait de tester l'arme dépendait uniquement du fait que Lulusia était un royaume proche, et Sabo aurait très bien pu être dans un autre bateau autre que celui vers le royaume de Lulusia, donc ça n'aurait pas forcément de rapport. Enfin en tout cas Sabo va expliquer effectivement que y a des gens qui étaient venus avec eux sur le bateau parce qu'ils voulaient rejoindre l'armée révolutionnaire, et ils ont vu leur famille se faire anéantir. D'un coup il y a un truc énorme, bien sombre, une sorte d'ombre qui est apparu dans le ciel, et bam, plus rien, l'île avait disparu. Du coup on ne sait pas ce que c'est le truc qu'il y avait dans le ciel. Est-ce que c'est un bateau avec l'arme que contient Vegapunk, etc. Et effectivement ils vont faire d'ailleurs aussi le lien, et même Ivankov va faire le lien avec Im et le fait que c'était normalement l'un des 20 rois à l'époque. En tout cas, soit c'est une coïncidence, soit c'est pas une coïncidence, mais voilà, ça m'étonnerait que ce soit une coïncidence. Donc ça fait bien, il faisait bien partie des 20 rois et tout, et donc il serait potentiellement immortel, puisqu'effectivement il y avait un saint Imu qui venait de la famille Nerona, et donc il aurait obtenu un moyen d'immortalité à travers du coup peut-être le fruit de l'eau, etc. Donc il y a des chances en tout cas que ce soit ça. Maintenant ça peut être autre chose, hein, mais bon, en tout cas il n'y a pas de confirmation, on reste dans la théorie, mais ça serait bien de l'immortalité, dans le sens où la personne, enfin Im ne peut pas mourir comme ça et tout, puisque ça ferait 800 ans qu'il est ici déjà. En tout cas ils vont faire le lien avec le fait que ça pourrait être une arme de Vegapunk, ce qui est tout à fait plausible, et c'est le cas effectivement, mais Dragon se dit c'est pas possible que Vegapunk fasse une arme qui pourrait tuer autant de gens, tout ça. Dragon connaît Vegapunk, ça maintenant on le sait. Effectivement, si Im vient d'il y a 800 ans, ben, l'arme en fait ça pourrait prendre tout son sens, puisque s'il vient d'il y a 800 ans, ça pourrait être une arme de l'époque qu'il aurait toujours, donc ça prendrait tout son sens enfin, effectivement. Mais du coup on peut se demander pourquoi l'utiliser maintenant et pas avant, voilà, c'est ça aussi la question. En tout cas on finit sur la dernière page du chapitre, qui est peut-être, j'ai envie de dire, la plus grosse révélation et le plus gros truc du chapitre, puisqu'on a la révélation de l'un des chevaliers divins, d'ailleurs du commandant suprême des chevaliers divins. Donc là déjà il a une épée, c'est un chevalier avec une épée, donc effectivement c'est intéressant parce que c'est un épéiste, voilà. Est-ce que Mihawk, vu qu'il est considéré comme le meilleur épéiste, est-ce que ces chevaliers divins sont pris en compte? Je ne sais pas. Peut-être que leur existence est cachée, donc ne sont pas comptés dans les meilleurs épéistes. Mais en tout cas, c'est Saint Figarland Garling, et voilà, la famille Figarland qui serait liée potentiellement à Shanks. Autre chose à mentionner qui est très intéressante, hormis son design, on va en reparler, c'est le fait que du coup, c'était le roi, a priori,
de God Valley. Oui, God Valley, rappelez-vous, là où il y a eu la bataille des Rocks avec Roger et Garp contre les Rocks, Xebec, Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, etc. C'était à God Valley. God Valley avait disparu et a priori, il est dit que c'était l'ancien roi de God Valley. Donc ça c'est super intéressant. Déjà c'est une grosse info, on se rend pas compte, c'est énorme. En plus de ça, il a quand même un pouvoir absolu puisqu'il peut décider de condamner à mort un dragon céleste qui sont normalement les descendants des dieux, des sortes de divinités, tu vois. Normalement tu ne peux pas t'en prendre un dragon céleste, mais ce mec là, les chevaliers divins en fait sont au-dessus. Clairement en tout cas le commandant est au-dessus des dragons célestes et ils ont fait exécuter... J'ai pas envie de dire ça, mais Just Guard malheureusement a été exécuté pour trahison, puisqu'il a a priori aidé des déchets. Donc voilà, alors, franchement, respect à lui. Il avait dit qu'il en prendrait toutes les responsabilités, pour le coup c'est le cas. Donc Just Guard est mort, mais dinguerie. Vraiment ce dragon céleste, respect jusqu'au bout, parce qu'il a vraiment pris les responsabilités et... C'était un bon. Maintenant pour revenir sur son design, donc il a une épée, donc épéiste. Ensuite du coup on peut voir qu'il a des lunettes de soleil, qu'il a du coup la moustache et tout. Les cheveux c'est clairement en forme de lune. Alors, maintenant on a eu avec le Gorosei les planètes. Donc on a eu droit à Saturne, Mars, etc. Mercure, tout ça. Maintenant on a droit à la lune. Est-ce qu'on aura le droit plus tard au soleil? À moins que le soleil soit représenté par du coup Nika, donc le fait tout ça, mais à voir si maintenant on va pas passer à des astres comme la lune, comme le soleil, je sais pas moi, franchement j'en ai aucune idée, mais clairement là désolé, il a une tête de lune, le gars. D'ailleurs je sais pas si vous aussi, mais rien à voir avec le chapitre, il fait super chaud, voilà, moi personnellement il fait hyper chaud avec les lumières qui tournent et tout, mais c'était un chapitre de fou, merci Oda, et un mois de pause parce que Oda va faire une opération au niveau des yeux pour soigner son astigmatie, donc du coup il y aura un mois de pause et tout, bon qu'il se repose bien, qu'il nous pond de très bons chapitres quand il reviendra en force. Donc voilà, je lui souhaite tout mon soutien pour cette opération, que j'espère que ça se passe bien tout ça, et vraiment j'ai trop hâte d'être dans un mois parce que là Oda on ne l'arrête plus.